Bonjour à tous, je suis ravi d'être là parmi vous. Je tiens à vous remercier d'être venus m'écouter. J'en profite aussi pour remercier l'organisation de Forkit pour l'événement. D'ailleurs, leurs gars, ils m'ont dit on va te mettre après le café, après la pause, tu vas voir, ils seront bien chauds. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux qu'une petite histoire pour vous remettre en jambe avant le reste des talks pour la journée. Vous allez peut-être me dire, écoute Père Castor, on a passé l'âge des histoires. Le papa que je suis vous dirait qu'il n'y a pas d'âge pour écouter une bonne histoire. J'espère que celle-ci vous plaira. On va dire que je vais essayer de vous conter la love story entre le chapter lead et Before Bank. N'étant ni Christopher Nolan, ni Ken Loach ou encore Steven Spielberg, je vais essayer d'être le plus palpitant pendant les prochaines 40 minutes. Effet des mots. Voilà de quoi on va parler, grosso modo. Déjà, le chapter lead, qu'est-ce que c'est? Ensuite, on va voir un peu de contexte, ce qu'est Before Bank et pourquoi on se rencontre aujourd'hui, les problématiques qu'on a rencontrées chez Before Bank et les solutions. Ensuite, on parlera un peu du présent et de l'avenir et on terminera par quelque chose d'assez classique, un résumé, une conclusion. Je vous ai mis un petit bonus à la suite. Avant d'attaquer directement sur le chapter lead, j'aurais voulu savoir qui, avant le talk d'aujourd'hui, en avait déjà entendu parler, sauf Vincent que je connais et qui travaille avec moi. Apparemment personne, très bien. Ça sera encore plus simple. Cette notion de chapter lead ou chapter manager, on peut la retrouver dans l'agilité, dans le modèle Spotify. Chez Before Bank, on s'en est inspiré. On n'a pas voulu faire typiquement un modèle d'agilité à l'échelle précis. On est parti sur un modèle, j'allais dire, custom. Le chapter lead, c'est le responsable d'une communauté d'experts techniques, de développeurs ayant les mêmes compétences techniques, peu importe leur domaine fonctionnel. Et on va voir en détail quelques caractéristiques. La première, c'est ce super développeur que l'IA m'a très bien aidé à générer. C'est ce développeur qui est capable de pondre, j'allais dire, des centaines de lignes de code sans faire une erreur, mais on sait tous que ce n'est pas le nombre de lignes de code qui compte, c'est plutôt la qualité de celle-ci. C'est aussi le dev qui va pouvoir du coup transformer nos features décrites par nos PO sous forme d'US en code et le déployer en production sans aucune erreur. On peut aussi retrouver une caractéristique qui est le développeur pompier. Il ne faut pas, image non contractuelle, hein, si vous essayez de mettre de l'eau sur un ordi, ça ne va pas bien se passer. Mais ce développeur pompier, c'est le développeur qui va être envoyé au feu pour pouvoir résoudre des incidents de prod, pour pouvoir aider des équipes à sortir des features qui peuvent être plus complexes que prévu. Il a cette capacité, de par ses compétences techniques et des fois ses connaissances fonctionnelles, à pouvoir creuser rapidement un incident de prod et trouver un quick fix, proposer une solution pérenne. Une autre des caractéristiques du lead chapter, ça va être cette capacité à plonger à la fois dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. L'infiniment petit, j'ai symbolisé par le microscope. Je suis un développeur, je ne suis pas un créatif, donc j'ai fait au mieux. L'infiniment petit, ça va être de pouvoir plonger dans le code de chaque squad, de travailler en collaboration avec les développeurs. Et l'infiniment grand, c'est la capacité qu'on peut avoir à prendre du recul pour être, j'allais dire, critique à l'égard de l'organisation de nos développements, et tout simplement, des fois, critique à l'encontre de notre organisation. Mais critique de façon positive et constructive. L'objectif, c'est pas de dire t'es nul, débrouille-toi. C'est plus d'être, j'allais dire, un accompagnateur, un coach. Hop, pardon, excusez-moi, j'ai oublié cette petite grenouille bleue avec un porte-voix. Donc c'est le développeur porte-voix, étendard de sa communauté, qui est là pour faire parler des développeurs de sa communauté, de sa direction technologique, de son entreprise, au sein de l'entreprise à laquelle il appartient, mais aussi à l'extérieur. Il est là aussi pour démontrer que sa communauté est capable de faire des choses, certaines fois beaucoup plus que ce qu'on attend ou comprend d'elle. C'est aussi un super recruteur. Si jamais vous entrez dans un processus de recrutement chez Before Bank, je vous assure, vous ne verrez pas ce vieux monsieur, mais vous aurez peut-être la chance ou le malheur de tomber sur moi. Ça, on verra. Pourquoi super recruteur? Parce que le lead chapter est capable de lire un CV en 3,36 secondes, montre en main.
et de détecter du coup les talents des candidats. Il va pouvoir, lors des entretiens, orienter les questions, mettre à l'aise le candidat pour essayer de détecter des choses que peut-être même le candidat ne veut pas montrer. C'est aussi un très bon vendeur, j'allais dire un encart publicitaire pour son entreprise et sa direction technologie, de par sa position transverse et son rôle qui est en lien avec énormément de directions. C'est ce coach qui vous encourage de façon très bienveillante et amicale à vous donner encore plus. Mais c'est aussi quelqu'un qui est là pour vous aider dans les moments difficiles et ne pas prendre toute la lumière dans les moments où tout va bien. Vous allez me dire que le lead chapter, il en fait peut-être beaucoup et qu'il doit être énormément fatigué. En fait, il fait ça et pas que ça. Il fait pas tout en même temps, heureusement pour lui, sinon ils me ressembleraient tous. C'est-à-dire qu'ils auraient trop peu de cheveux à force d'avoir beaucoup réfléchi. Eh bien, je vais vous laisser du coup juger sur place puisque effet des mots. Je suis Arnaud Marie, je suis lead chapter full stack chez Before et concernant ma calvitie, ça provient plus de la génétique que mon travail. Je mène ma carrière en mode réfacto puisque j'ai commencé en tant qu'ingénieur d'études dans l'éolien avant de plonger dans un truc un peu dark side, le COBOL. Je vous assure que 3 ans de développement sur des écrans Minitel, ça forge un dev. Et puis après, alléluia, j'ai découvert la lumière. Donc je suis un fervent Java lover. Mais je ne suis pas que ça. Donc ça fait une dizaine d'années, une douzaine d'années que je suis dans l'informatique. Et je ne suis pas que ça, je suis aussi un sportif du dimanche, aussi des autres jours, souvent tôt le matin. Et je suis engagé dans la RSE personnellement et j'essaye aussi d'engager Before Bank dans la RSE, enfin de pouvoir rajouter mon énergie pour pouvoir orienter nos pratiques dans ce contexte RSE. Mais assez de parler de moi, parlons de Before Bank et de ce contexte qui nous a amené à penser au chapter lead. Pourquoi on a pensé au chapter lead chez Before Bank? Déjà, Before Bank, qu'est-ce que c'est? C'est la banque en ligne du groupe Crédit Agricole qui fête ses 15 ans cette année, bientôt la majorité, on verra comment on aura traversé la crise d'adolescence. On est environ à 500 collaborateurs. Aujourd'hui, ça ne fait que grossir. Quand je suis arrivé en 2020, on était à tout casser 240. Donc on a énormément grossi en 4 ans. Et ce qui a amené cette grosse j'allais dire, croissance en termes de salariés, ça a été un gros refacto qui nous a amené de ce logo et cette identité de marque que vous avez peut-être croisé il y a quelques années à une grenouille bleue un peu plus moderne. Mais le refacto, il ne s'arrête pas que à quelque chose qui est lié qu'au marketing. On est passé de 30 développeurs pour tout faire, avec une architecture, petite architecture en microservices, avec une quinzaine de microservices, à un tout nouveau monde, avec plus de 120 développeurs. Hier, le compte était de 135 exactement. Une archi événementielle avec Kafka au cœur des échanges. On a complètement du coup changé nos paradigmes de développement. Aujourd'hui, on utilise plus de 400 topics en production. On déploie dans le cloud une grosse architecture microservices, puisqu'on en a plus d'une centaine. Avant, on était on-prem exclusivement. Maintenant, on est dans une expression qu'on aime bien utiliser chez nous, qui est cloud to the max. Et on a fait ça pourquoi? Parce qu'on a voulu repositionner Before Bank comme étant une banque digitale, mais plus humaine. Donc on est parti dans l'idée de reconstruire notre SI pour qu'il ressemble à ça, une EF1. Pourquoi une EF1? Parce qu'on veut pouvoir développer vite, mais de qualité. Arriver vite en production pour directement avoir des retours utilisateurs et pouvoir s'améliorer directement. On a construit notre F1 et c'est pas encore terminé. On est toujours en train d'ajouter des pièces à l'édifice technologique et on continue de l'entretenir parce que vous le savez peut-être tous. Il nous arrive des fois de faire des choix qui nous entraînent vers ce qu'on va appeler créer de la dette technique. Même une F1, même la meilleure des F1, conduite par le meilleur des pilotes, aura besoin de toute une équipe pour pouvoir être constamment révisé, entretenu pour arriver vers les performances. Et tout ça, ça a engendré quelques problèmes. Donc va rentrer un petit peu en détail dans ces fameux problèmes. Cette slide est fantastique.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a construit un tout nouveau projet. Donc, on a construit une nouvelle banque à côté de l'existante qui est toujours en train de perdurer. Pour ça, qu'est-ce qu'on a énormément recruté. On a construit à la fois notre projet en même temps qu'on a construit nos guidelines. On a donné carte blanche à nos développeurs pour pouvoir délivrer, puisqu'on avait des contraintes de delivery, une pression de delivery. On a eu un onboarding qui, en fonction du temps, a été plus ou moins express. On est parti sur une stack qui n'était pas forcément la stack de prédilection de tous nos développeurs qui étaient présents dès le départ. Et on le sait tous, on a une appétence différente pour l'apprentissage. Donc les développeurs que nous avons aujourd'hui, ils ont tous une courbe d'apprentissage différente et c'est à nous de pouvoir faire avec et de trouver les moyens pour que chacun puisse augmenter ses compétences, sa qualité en apprenant cette nouvelle stack. Tout ça, ça donne un terrain qui est fertile pour des pratiques hétérogènes et pour plein de mauvaises pratiques. Un autre problème qu'on a rencontré, c'est cette pression de la deadline. On a découpé notre nouvelle offre bancaire en 4 versions. Une alpha avec un onboarding simplifié et une offre bancaire très basique, une carte, un compte, pour pouvoir, qui était réservé uniquement aux internes de Before Bank, pour pouvoir déjà montrer qu'on était capable d'avoir créé une banque from scratch, créer surtout un service de delivery, notre usine logicielle et tout ce qui va avec. C'est cette grosse partie de construction qui a pris du temps. Et après, on a fait une bêta, un lancement commercial en interne réservé aux salariés du groupe Crédit Agricole, et enfin un lancement commercial public en septembre de l'année dernière. Et à chaque fois qu'on a eu ces versions qui devaient sortir, on a ressorti la pression de la deadline. Cette pression de la deadline, on a tous, en tant que développeurs, un sentiment, une réaction naturelle qui nous amène à nous poser la question. Qu'est-ce que je dois faire quand je développe? Est-ce que je dois développer proprement ou est-ce que je dois développer vite? Et notre ami Bob l'éponge ici, il va nous dire que plus la deadline se rapproche, plus la tentation du raccourci est forte. Et on le voit bien sur cette image. En général, c'est un coût caché derrière ce raccourci. Du coup, j'ai mentionné le terme de dette technique tout à l'heure. Ça va avec cette dette technique. Ça, c'est l'un de nos plus gros problèmes quand on a un environnement très contraint, une forte pression à délivrer. Pardon, décidément. Nos équipes tech ont énormément grandi, donc on est passé de 30 développeurs à plus de 120, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est passé de 3 équipes pour tout gérer à 22 squads, avec une agilité à l'échelle. Vous vous doutez bien que le nombre de canaux de communication pour synchroniser tout ça a fait qu'exploser. Et que, on l'a vu tout à l'heure, un socle fertile pour des pratiques hétérogènes, ça n'arrange pas les choses. Évidemment, on a 2 choses sur lesquelles ça a joué, la qualité de notre produit et l'énergie des équipes. Vous doutez bien que cette énergie, elle n'a pas fait qu'augmenter. Si c'était le cas, je pense qu'on n'a pas travaillé dans les mêmes contextes auparavant. Et pour ça, on a envisagé 2 solutions. La première étant le poste de chapter lead. Je vais vous décrire rapidement les 7 responsabilités, mais on rentrera en détail après. La première, c'est d'instaurer et de partager les bonnes pratiques. Enfin, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ce n'est pas pour donner une importance, c'est juste pour pouvoir les décrire. La seconde, c'est de fluidifier les relations entre les chapters, entre les pratiques, et même au-delà de la partie tech. La troisième, partager la vision tech. On va bien sûr creuser là-dessus. Avoir un coup d'avance via la veille technologique. Il y a une autre responsabilité qui va être de recruter et d'accompagner nos talents, de rayonner autour de nos expertises et d'apporter du support à nos squads. Quand on parle d'instaurer et de définir les bonnes pratiques, c'est souvent de définir un cadre de développement. Aujourd'hui, on a décidé de définir notre cadre de développement avec et pour les développeurs. Pourquoi avec les développeurs? Tout simplement parce que quand on impose un cadre, c'est pour moi l'une des meilleures façons de faire en sorte qu'il ne soit pas respecté. Si vous voulez avoir l'adhésion de vos développeurs à ce squad, le mieux c'est de le construire avec lui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous on sait vers quoi on veut aller. Et l'objectif c'est d'aller chercher des relais au sein de notre chapter pour pouvoir se dire comment on va encore faire mieux. Le cadre tel qu'on le conçoit, c'est un cadre avec 4 clous et un élastique qui vous permet d'être aussi flexible que possible, plutôt qu'un cadre en béton armé où chaque personnalité, chaque développeur ne peut pas s'exprimer.
Je vais vous donner quelques exemples des bonnes pratiques qu'on a mises en place. Sur la partie développement d'API REST, on a décidé de se limiter, entre guillemets, au niveau 2 de l'échelle de maturité de Richardson. Pourquoi? Parce qu'on a préféré avoir des fondations solides qui soient entièrement partagées par tous les développeurs plutôt que de viser, j'allais dire, un utopique niveau 3 qui serait basé sur des fondations extrêmement, j'allais dire, mouvantes. Cependant, dans certains cas, aujourd'hui, on a des développeurs qui viennent nous voir et qui viennent nous dire ben, moi, je ferais bien du ATOS. Voilà le cas auquel je suis confronté. J'en ai parlé un peu avec l'équipe mobile ou l'équipe web avec qui je suis en face, et on tente très bien. Et bien dans ce cas-là, on laisse nos développeurs se dire, OK, on fait un POC, on voit ce qu'on en récupère, comment on peut partager cette information dans notre chapter, et comment ensuite on peut encore faire grandir notre cadre. Sur la partie Kafka, on a été très attentif à la gestion des poison pills. Ce sont ces messages qui vous pourrissent vos consommateurs et bloquent vos pods, tout comme à la gestion des retries. Chaque squad a un contexte particulier qu'il nous faut comprendre et arriver à en déduire des bonnes pratiques qui sont communes à tous, quitte à avoir des squads qui sont encore au-delà des bonnes pratiques qu'on a. On a aussi développé des conseils, des trucs et astuces sur la partie onboarding qui sont donnés à chaque développeur lors de leur arrivée. Concernant la responsabilité suivante, la fluidification des relations entre les practices, notre CTO, il aime bien dire qu'on est là pour mettre de l'huile dans les rouages. On sait aujourd'hui que notre produit bancaire, notre application, notre marque, elle va fonctionner si le triptyque tech, produit, design fonctionne bien. Le rôle du chapter lead, c'est effectivement d'apporter de l'huile dans les rouages. Ça veut dire que il doit pouvoir comprendre les enjeux du produit, de la tech, du design. Il doit aussi pouvoir expliquer les enjeux de la tech à faire des choses. La dette technique est un exemple extrêmement important de cette fluidification de relations. On a eu un cas où les designers ont travaillé avec nos développeurs mobiles pour créer un design system complet qui permet à nos designers de changer les couleurs de l'app via des design tokens sans intervention manuelle de nos développeurs. Donc, les développeurs sont quasiment sans intervention. Il y a une seule MR à merger et après le changement de couleur, on peut faire passer du bleu au vert notre appli en quelques clics. Cette liberté-là qui a été décidée et valorisée au sein de l'entreprise, elle est due à cette fluidification des relations entre les chapters. On a aussi récemment fait un point entre plusieurs chapters pour pouvoir essayer d'optimiser notre façon d'organiser notre semaine de cooldown, qui est une semaine qui a lieu toutes les 2 semaines, qui est dédiée à la gestion de la dette technique et à l'amélioration de notre qualité et de nos process. On est en relation aussi avec un chapter data pour voir comment, par rapport à tout ce que côté back-end, côté web, on peut travailler à être une entreprise encore plus data-centrique. Une autre des responsabilités, c'est de partager la vision tech. En tant que chapter lead, on est le relais de la vision tech du CTO et de l'archi en chef. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'applique bêtement. Ça veut dire qu'on est là aussi pour pouvoir y apporter certains aspects. Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis engagé au niveau de la RSE. Ça veut dire que quand on me demande quelle est ma vision tech, j'ai bien sûr les fondamentaux qui sont donnés par le CTO et notre archi en chef, mais j'ai aussi des sujets que j'aimerais prioriser et mettre en avant. En ce moment, je travaille sur 2 sujets notamment, c'est comment on peut arriver à cet idéal de la CD pour nos développeurs. Certains squads, certains microservices y sont déjà, mais quel est le standard de qualité minimum qu'on doit appliquer à tous nos développements, à tous nos microservices pour pouvoir s'en rapprocher. Deuxième sujet sur lequel je travaille énormément en ce moment, c'est la partie éco-conception. C'est quelque chose qui émerge de plus en plus dans les développements et pour lesquels les développeurs ne sont pas tous formés. Donc on doit être capable de pouvoir mesurer la qualité de nos développements, de notre application en termes d'éco-conception et de voir comment accompagner nos développeurs à faire encore mieux. Encore une autre responsabilité qui est d'avoir la veille un coup d'avance via la veille technologique. Ça veut dire tester des nouveautés, ça veut dire être créateur de POC, essayer les dernières tendances. Et aujourd'hui, quand on parle tendance, on parle forcément d'intelligence artificielle. Nous, on a décidé d'attaquer ce volet-là en travaillant en relation avec notre cellule innovation sur 3 aspects. Qu'est-ce que, par exemple, quelque chose comme Microsoft Copilot peut apporter à nos équipes, pas que de développement, mais à nos équipes tech en termes d'amélioration sur leur productivité. On réfléchit aussi à l'usage de GitHub Copilot, même si on sait que certains de nos développeurs le font, mais
plus encadrer ces pratiques, notamment via l'ajout d'une solution de gestion des bonnes pratiques qui serait intelligemment intégrée à nos outils et avec laquelle on puisse définir qu'est-ce qu'on attend comme bonne pratique en termes d'architecture hexagonale, en termes de développement web, en termes de construction de nos pipelines, etc., etc. On a bien sûr un data lab aussi qui travaille sur comment utiliser l'IA pour être encore plus performant dans notre usage de la data. Une responsabilité avec laquelle moi je m'éclate énormément en ce moment, c'est la partie recruter et améliorer nos talents, et accompagner nos talents. Ça veut dire participer au recrutement de nos internes, mais aussi être présent lors des processus d'appel d'offres pour les externes. C'est identifier les talents qui sont déjà présents dans notre entreprise, voir comment on peut encore les pousser. C'est participer à un truc qui s'appelle les entretiens annuels, qu'on a peut-être tous au moins vécu une fois dans notre vie. Et c'est voir comment, d'un point de vue en tant que tech uniquement, qu'est-ce qu'on peut demander, comment on peut venir challenger nos développeurs à être encore meilleurs. C'est d'une certaine façon les inspirer pour pouvoir un jour se dire que ils prendront ma place. Et ça ne me gêne pas de me dire que j'aurais poussé quelqu'un à être encore meilleur que moi et de venir chercher ma place. Bien sûr, il y a une présence lors de l'onboarding afin de présenter l'intérêt d'être un membre du chapter et comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on attend aussi de ces membres du chapter. Il y a aussi des sessions de partage de compétences, de mob programming qui sont organisées par le chapter. Il y a un dernier aspect qui est encore plus vrai, puisque dernièrement, on a poussé des développeurs à faire un lunch and learn. On sait que le développeur est de nature pas forcément quelqu'un qui est très à l'aise à l'oral. Et là, le fait de se dire, c'est une conférence en interne, quel est le sujet que vous voulez présenter? Nous, on est là pour vous accompagner. Je dis nous parce qu'on était 2 lead chapters à pousser, justement, pour faire ce retour. Et c'est intéressant de voir que certains qui hésitaient un peu au départ se sont complètement amusés dans cette partie-là. Une autre des responsabilités du lead chapter, c'est de rayonner autour de notre expertise. Bon, c'est facile parce que je suis devant vous aujourd'hui, mais il y a quelques talks auxquels on participe cette année. Je me suis permis de les mettre. Je ne serai pas à tout cela, mais on est 5 chapter leads aujourd'hui et on va du coup dans plein de conférences. Mais c'est aussi emmener des développeurs à Devoxx, on en a parlé. C'est aussi héberger des meet-up. On a récemment hébergé un replay, une retranscription de la Google I.O. C'est au final de faire rayonner cette culture tech qui n'est pas forcément présente dans certaines directions de l'entreprise. C'est d'aller être cet agent pollinisateur, l'abeille, qui va venir prendre des petits morceaux de culture tech et les intégrer aux autres directions. Dernière responsabilité, et pas des moindres, c'est le support au squad. Le support au squad, ça inclut évidemment le support technique, l'aide au debug en prod, l'analyse de bugs, l'aide à la conception, mais aussi le développement de fonctionnalités complexes en pair programming pour aider un développeur à monter en compétences. C'est aussi développer des librairies transverses, des templates de microservices, des applications de démo de notre bonne pratique. Et pour faire tout ça, on n'est pas tout seul. On a eu l'idée de monter une squad qui s'appelle la squad volante. Yoann m'avait averti pour le chargement des images, mais je vois que c'est pas ça. La squad volante, c'était un peu comme ces deux images-là vous le présentent, une équipe de super-héros ou de super-joueurs, donc de super-développeurs, qui devaient intervenir sur les points chauds, qui étaient là pour apporter leurs compétences techniques, pour sortir une feature qui prenait du temps, qui était bloquée pour diverses raisons. Et cette squad volante, finalement, ça s'est transformé en fausse bonne idée, puisque les développeurs de la squad volante sont devenus des développeurs de la squad collante. Ils restaient entièrement dans les squads pendant de longs mois au lieu de changer au lieu de changer régulièrement. Ils sont devenus des super bouchons, si vous me permettez l'expression. On verra que cette solution, ça a été un échec de par notre contexte, mais en tout cas, elle est restée en tout cas dans nos esprits. On s'en est servi comme une base d'apprentissage pour former autre chose. Et maintenant, si on parle du présent et de l'avenir, le poste de chapter lead, il se concentre aujourd'hui véritablement, après une année 2023 très orientée support, sur deux vraiment caractéristiques. C'est l'animation.
Notre CTO aime bien dire qu'on est là pour mettre le feu. Il aimerait bien qu'on retourne les tables, mais les moyens généraux disent que ça coûte cher et qu'on ne peut pas faire tout ça non plus. On est là pour partager notre énergie, notre envie de progresser, nos habitudes agiles à toutes nos directions. Si on rentre dans le concret, être animateur d'un chapter, c'est bien sûr organiser un weekly pour partager de manière ascendante et descendante des informations générales ou des POC qui sont faits dans certaines squads. C'est aussi organiser des sessions qui sont sur le temps de travail, de knowledge sharing, où chaque développeur, qu'il soit interne, externe, tech lead ou même manager, membre d'une autre direction, peut venir proposer des sujets et dire tiens, voilà mon sujet du moment, voilà ce que j'ai vu sur de la veille. Est-ce que ça vous intéresse qu'on creuse ensemble? Le chapter lead, on l'a vu, énormément de responsabilités, mais il doit surtout en avoir une, c'est de jamais traiter ces sujets tout seul. Ça serait contre-productif en fait qu'il devienne un SPOC, ce Single Point of Contact, qui est le seul point d'entrée pour faire avancer les choses. Il doit trouver des relais au sein de sa communauté, et ce côté animateur permet, au fur et à mesure des semaines et des points de rencontre avec les développeurs, de pouvoir trouver ces relais, ces gens qui sont moteurs et qui ont envie d'aller dans le même sens que lui. Deuxième aspect, c'est cet impact sur le produit. Le chapter lead, il est aujourd'hui de plus en plus impliqué dès le départ sur la conception des fonctionnalités, nos phases de prepare, de discovery, pour être sûr que la partie tech, les enjeux qui sont liés avec ces nouvelles fonctionnalités soient bien comprises. Personnellement, moi, j'ai mis des stops ces derniers mois sur des projets qui étaient bancaux. Je ne sais pas si ça se dit trop. Ouais, on va dire un projet bancal. Pourquoi? Parce que quand on fait venir des développeurs pour travailler sur un projet, je considère qu'ils doivent arriver et être sur une autoroute. Donc s'ils viennent et qu'il n'y a pas d'archi, il y a un besoin métier qui est bien trop flou, qui n'a pas été découpé, qui n'a pas été raffiné, et ben en fait on se trompe. C'est qu'on commence trop tôt ce projet et qu'on va faire venir des gens qui vont s'ennuyer. Et derrière, ça a un impact sur notre attrait en tant qu'employeur. Et tout ça, c'est des choses que moi, je veux pas. Et aujourd'hui, le poste de chapter lead me permet de le faire. Ça ne veut pas dire que quand je dis on ne le fait pas, tout s'arrête. Hein. Je ne suis pas le seul à m'exprimer et à parler. Il y a aussi, sur le côté impact sur le produit, les intentions de développer une culture inner source. C'est-à-dire qu'on doit avoir des développeurs qui sont capables de sortir de leur squad, de pouvoir promouvoir des bonnes pratiques à l'extérieur de la squad. Récemment, on a recréé des cendres de la squad volante, l'Enabling Squad, qui nous permet de travailler sur des libs transverses. Deux exemples, on travaille en ce moment même sur une librairie qui est dédiée au pattern box, et on a créé une librairie qui nous permet d'avoir notre propre framework de test Cucumber, qui va abstraire toute la complexité d'avoir des topics Kafka, des bases de données, des appels API dépendants de partenaires, pour que nos développeurs puissent facilement, via une syntaxe given, enven, qui ressemble énormément au BDD, tout simplement dire quand je reçois un événement et que le contenu c'est ça, j'ai mon microservice qui doit faire ça. Et je dois conserver tel header, je dois pouvoir être sûr qu'en base de données, j'ai telle entité qui a été créée. Tout ça, ce sont des librairies transverses, des impacts forts sur nos produits, parce que ça nous permet, par essaimage dans les autres squads, d'améliorer nos qualités. Il va être temps pour moi d'avancer vers la fin. Si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu, chez Before le chapter lead, c'est un rôle qui est transverse, à mon sens passionnant, mais en même temps, c'est mon boulot aujourd'hui, donc si je vous disais le contraire, peut-être que ça vous étonnerait. C'est quelqu'un qui est touche à tout, qui ne doit pas avoir peur de mettre les mains dans le code d'autres développeurs, parce qu'il ne peut pas tout développer. C'est à la fois cette huile dans les rouages et ce poil à gratter. Il a un certain statut qui lui permet d'être écouté dans plein de phases, lors de plein de points de rencontre. Pour moi, c'est un rôle qui est fait pour des tech leads qui veulent avoir encore plus d'impact dans leur entreprise, que ce soit sur les process, que ce soit sur le produit
qu'ils veulent faire, puisqu'on sort du périmètre d'une squad, on vient impacter toute une direction ou toute une entreprise. Aujourd'hui, par exemple, les chapter leads, on a un impact sur nos façons de recruter, parce que et participant au processus de recrutement, étant développeur, on va dire, par exemple, un coding game. Moi, ça m'a toujours fait chier dans le passé quand je faisais les entretiens. Ben, on n'en veut pas. Comment on peut remodeler nos processus pour que ils donnent envie à nos développeurs et que ça soit pas painful pour tout le monde. Il nécessite évidemment des hard skills, des compétences de développeur. Mais moi, je suis pas l'expert de mon chapter. J'ai des relais au sein de mon chapter avec des gens qui sont bien plus compétents que moi sur certaines parties sur lesquelles je me repose. Ce qui fait que quand il y a un problème qui vient, si moi je ne sais pas le résoudre, ce n'est pas un problème. J'ai des relais, j'ai des gens qui sont capables d'apporter un support. Et c'est ça qui est intéressant dans cette notion de communauté. Il faut évidemment des soft skills, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut le voir sur les nombres de posts LinkedIn, c'est ce qu'on recherche autant, voire plus que des hard skills quand on recherche des développeurs. Il faut une vision, être capable de la partager, capable de communiquer avec du produit, de la tech, des RH. Ce poste de chapter lead, il repose sur 3 piliers. L'engagement des développeurs de sa communauté, l'engagement du chapter lead envers la communauté, sur un excellent sponsor tech. Chez nous, c'est le CTO qui a présenté et créé le rôle, et il l'a présenté à tous les membres de la tech, et il est allé le présenter dans les autres directions pour dire, voilà, aujourd'hui, on va créer ce poste de chapter lead. On en a 6 maintenant aujourd'hui. Ce seront mes relais. C'est eux qui vont partager ma vision tech. C'est eux qu'il va falloir écouter. Et quand ils viendront vous voir, ce ne sera pas un simple développeur ou un manager qui va venir vous voir. C'est quelqu'un qui a ma confiance et qui est là pour vous faire avancer et aller plus loin encore dans cette vision de tech company qu'on expose. Le dernier des piliers pour moi qui facilite ce poste de chapter lead, c'est la bonne compréhension des enjeux tech par le produit. Et pour ça, ça nécessite énormément de communication. C'est pour ça que sur la slide d'avant, j'avais mis qu'il fallait de la communication pour être chapter lead. C'est cette capacité à abstraire la complexité technique pour pouvoir exprimer au produit, au design, quelles sont les attentes et quelles sont les exigences de la tech. Nous, on a fait le pari d'une architecture événementielle, donc on a introduit énormément d'asynchronisme dans notre architecture, et c'est un concept qui, dès le départ, n'a pas été forcément compris par notre produit. C'est à nous de venir leur expliquer comment on peut changer nos façons de faire et aller discuter avec nos designers pour leur dire, là, on n'est pas obligé d'attendre la réponse. On a envoyé, ce n'est plus de la responsabilité. Ok, on affiche un message, ta demande de création de carte a été faite. Après, on trouvera un autre moyen pour dire, ta carte est arrivée. Un push dans l'app ou une page qui va s'afficher. Peu importe. Mais de base, nos designers, ils attendent une réponse. Ils font une demande et vont dire là, on a tel écran, l'écran d'après, ça va être ça. Il faut apporter ce côté asynchronisme à la fois au design et au produit. C'est notre solution à nous. Elle n'est pas parfaite. On continue de s'améliorer en faisant. Tout comme tout bon dev améliore son code, améliore ses compétences. Toute personne essaye de s'améliorer. 2 enjeux, j'ai marqué bonus, mais c'est 2 enjeux de l'intégration de ce rôle réussi. Et je le dis parce que ça n'a pas forcément été le cas chez nous. Le rôle de chapter lead, il n'est pas encore connu par toute l'entreprise. Certes, il a été présenté par notre CTO, mais l'info n'est pas redescendue à toutes les strates. Ce qui fait qu'il y a certaines personnes, quand on leur dit moi je suis chapter lead chez Before Bank, ils me disent pardon, tu es prêtre d'une paroisse, qu'est-ce que tu fais? Et donc, on a des conseillers qui sont chez nous. On a des gens du middle office qui ont besoin aussi de savoir qu'ils peuvent aller, s'ils ont des problèmes, s'ils ont des volontés d'améliorer le produit qu'ils ont entre les mains, aller voir les chapter leads pour leur dire « Ok, voilà tel problème que je rencontre, est-ce qu'on peut travailler ensemble pour l'améliorer ?» Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, et j'en ai énormément parlé pendant cette présentation, c'est l'intégration de la tech à la culture d'entreprise. Nous, on est une banque. On sera peut-être un jour une tech company. À la tech, on a cette image. On veut promouvoir cette image de tech company. Ça veut dire qu'on a des enjeux de recrutement, de marque employeur, qui doivent être aussi compris par nos directions support avec lesquelles on travaille.
Et pour ça, juste dire ça marche pas ce que vous faites, bah, c'est pas constructif. Donc allez leur expliquer, prendre du temps, dialoguer avec eux, leur montrer l'importance d'intégrer cette culture tech au sein de l'entreprise et de dire bah, ok, côté RH, vous travaillez pas comme ça. On a le secrétariat général qui s'est agilisé. C'est le juridique, la conformité, qui maintenant, toutes les 3 semaines, ils sont allés sur des sprints de 3 semaines, fait une rétro de ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même une fonction à qui on ne mettrait pas forcément le terme agile, mais on est allé leur expliquer, on est allé leur montrer les intérêts. Et eux, ils ont foncé dedans. Et ça, je trouve ça génial. Et c'est pour moi un grand exemple du fait que la culture tech, elle commence à être intégrée dans notre entreprise. J'en ai fini aujourd'hui. Je vous laisse juste avec Jimi Hendrix qui teste son feedback et je vous renvoie vers le QR code pour envoyer du feedback, pas que à moi, mais à tous les speakers qui sont passés aujourd'hui. Merci à vous.